je voulais un peu rebondir avec le film qu'on vient de voir, donc Interstellar de Christopher Nolan, parce que votre rendez-vous est en adéquation avec ce film un peu. Je voulais déjà te demander qu'est-ce que tu en avais pensé de ce film. Alors, je l'ai revu lundi dernier. Moi, j'adore. À chaque fois, en plus, je suis très bon public et je pleure à la fin. Je trouve qu'il est magnifique. Il est vraiment très, très fort. En fait, pour prendre l'ASF comme prétexte pour parler de beaucoup d'autres choses. Alors, moi, je suis pas du tout critique de cinéma. Je suis un spectateur qui ingurgite tout ce qu'il voit. Et puis, en fait, j'ai très, très peu de recul d'analyse cinématographique sur quel type de cinéma ça produit, tout ça. Après, je peux vous parler de la science qu'il y a derrière. Mais analyser l'œuvre de Christopher Nolan, je serais bien incapable. Et si je le faisais, n'accorder absolument aucune importance à ce que je vous raconte. En parlant de l'aspect scientifique du film, je voulais savoir si tu pensais que c'était assez réaliste, parce qu'il y a une collaboration entre Christopher Nolan et le scientifique Kip Thorne. Ouais, Kip Thorne. Globalement, le film est extrêmement crédible si on met de côté l'aspect voyage dans le temps. Je vous cache. Je vous spoilerai, je vous montrerai un petit peu plus tard. En fait, le trou noir, il a juste deux défauts, mais qui se comprennent complètement. Un dont il était parfaitement au courant, et ils ont décidé en fait d'écarter cette représentation visuelle-là. C'est qu'en fait, le trou noir qu'il représente, il devrait y avoir un effet Doppler visible. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est Chris Thorne, hein, c'est ça son nom, a écrit à Jean-Pierre Luminet, qui est un des plus grands spécialistes des trous noirs, qui est un Français, qui le premier, fin des années 70, début des années 80, avant même la capacité de simuler ça numériquement, faisait des croquis et avait commencé à faire les équations pour se poser la question d'à quoi ça ressemblait. Et lui, il avait travaillé avec Kip Thorne, et du coup, il avait dit, en fait, ce qu'on observera, c'est effectivement ce qu'il montre, mais avec un décalage lumineux, c'est-à-dire qu'en fait, le haut de l'image devrait être bleuté et le bas de l'image devrait être tiré vers le rouge. Et ça vient de l'effet Doppler. Alors, l'effet Doppler, vous le connaissez sûrement quand vous entendez... En fait, alors, on l'illustre souvent avec un camion de pompiers qui vient vers nous, mais ça marche si vous scotchez, par exemple, une Castafiore sur une fusée. En s'approchant, elle hurle, elle hurle en s'approchant de vous, elle va être plus aiguë à l'oreille que quand la fusée va s'éloigner. Donc, au niveau du son, c'est parce que vous avez dans un sens une compression des ondes sonores qui arrivent et du coup elles sont plus proches les unes des autres, donc vous l'entendez plus aigu, et quand elles s'éloignent, elles vont être plus étendues et vous entendrez le son plus grave. Et on a la même chose visuellement. Par rapport à la vitesse des objets dans l'espace. Quand une étoile s'éloigne de nous rapidement, sa couleur va tirer vers le rouge par rapport à sa couleur normale, et si elle s'approche, elle va tirer vers le bleu par rapport à sa couleur normale. Et comme autour du trou noir, vous avez des effets relativistes, parce que c'est un objet absolument dingue, ces effets ne sont pas de la même force en fonction de la façon dont ils tournent et tout. Ça, honnêtement, je n'ai pas tout compris. Et en gros, ce que Jean-Pierre Luminet dit, et Kip Thorne est absolument d'accord avec ça, et ce qu'il avait proposé comme représentation, c'est qu'en fait le haut soit bleu et le bas de l'arc soit rouge. Mais ils ont choisi de ne pas garder ça parce qu'en fait le public n'aurait pas compris, et ce qu'on peut comprendre aussi, c'est-à-dire rajouter des informations qui disent pas grand-chose d'autre que perturber. Donc ils ne l'ont pas fait. Et la deuxième, par contre, donc là, ils en ont besoin narrativement parce que, en fait, ils ont besoin ce que vous voyez, c'est un trou noir en rotation. On voit jamais tourner le trou noir en lui-même. Le trou noir, c'est une sphère. D'ailleurs, c'est pas un trou, c'est vraiment une sphère au-delà de laquelle il n'y a plus du tout de lumière, c'est un noir absolu. Et autour, en fait, le mouvement du trou noir enroule l'espace-temps et du coup fait tourner la matière qu'il y a autour. Et pour illustrer le fait qu'il tourne, on a besoin de matière en fait autour. Et le problème, c'est qu'en fait, ces trous noirs-là que vous avez en rotation en train d'absorber de la matière, donc on parle de trous noirs en accrétion, qui ne sont pas des trous noirs au repos, c'est les trous noirs qu'on arrive à observer avec nos télescopes. La première image de trou noir que vous avez eue il y a, je crois que c'était 3 ans maintenant. 2019, je crois. 2019 ? Ouais. Ça ne rajeunit pas. Eh bien, c'était un trou noir en rotation. Et en fait, ces trous noirs-là sont visibles en phase d'accrétion parce que justement, ils sont en train d'accélérer la vitesse à des vitesses, la matière à des vitesses absolument
gigantesques. Et du coup, le corollaire de ça, c'est qu'en fait, c'est parmi les objets les plus lumineux de l'univers. Et du coup, si vous êtes face à un trou noir comme ça, vous êtes quasiment mort instantanément. Parce que la matière que vous voyez tourner autour, alors il le figure un peu quand il s'en approche avec son vaisseau, ça tape de partout et tout. Mais en fait, ce que ça nous dit, quand on observe ces trous noirs et vu la quantité de matière impliquée et la quantité d'énergie qu'on reçoit, c'est que la matière autour, elle est accélérée à des trucs de l'ordre de 40% de la vitesse de la lumière. Et c'est pas de la lumière qui est accélérée, c'est vraiment des bouts de... Alors, c'est plus des bouts de roche, parce qu'en fait, à ce niveau-là, c'est plus que des particules déchirées, du plasma et tout ça. Et tout ça, en fait, c'est un espèce d'énorme accélérateur de particules à la puissance 20 000, ce que vous voulez. Et du coup, ça émet énormément de rayons X, de rayons gamma, tous les rayons auprès desquels on n'a pas envie d'être et qui sont quasiment mortels dans l'instant. Donc en fait, le trou noir, on ne le verrait même pas tellement il serait lumineux, et s'en approcher, ça serait la mort assurée. Et là, juste pour finir là-dessus, ça j'aime beaucoup parce que c'est une image que m'avait passée Alain Raziello, qui est aussi un spécialiste des trous noirs, et lui, il fait des super modèles de trous noirs qu'on appelle les trous noirs inactifs. En fait, il n'est pas du tout en train d'ingurgiter de la matière. Donc là, on le voit simplement par la sphère qui se découpe sur le ciel. Et du coup, ce que vous allez voir, là, c'est simplement les effets optiques. Ils ont choisi de ne pas vraiment s'intéresser à ça dans Interstellar. Ils auraient pu, mais ils ont préféré du coup le disque d'accrétion. Et là, vous allez voir comment un trou noir comme ça déforme le firmament qui est derrière lui. Parce qu'en fait, il déforme tellement les rayons lumineux qui permet de voir ce qu'il y a de l'autre côté du trou noir. Et donc, ce que vous allez observer là, c'est le trou noir, il est fixe, lui, il ne bouge pas. Et c'est la caméra qui tourne légèrement autour. Pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. C'est la caméra qui ne bouge pas et le trou noir qui passe devant. Et en fait, vous allez voir qu'en passant devant, il va révéler des choses qui sont sur la gauche, qui passent sur la droite. Je vais vous montrer en image, c'est peut-être plus parlant comme ça. Et vous voyez que progressivement, il arrive sur des étoiles, et en fait, elles se retrouvent tout de suite de l'autre côté, et après, elles reviennent à l'endroit qui suit. Donc c'est assez... alors là, c'est vraiment une simulation informatique des effets d'aberration visuelle, des effets de lentilles gravitationnelles qui se produisent à proximité de l'horizon des événements. Il y a certains films qui s'amusent à représenter ça des fois, mais c'est moins impressionnant et on est moins dans le film d'action, quoi. Donc là, pour le coup, le trou noir, il est vraiment inactif, il ne se passe rien. La seule chose qui l'ingurgite, c'est peut-être quelques rayons lumineux qui viennent de l'arrière-plan et qui tombent directement dedans, quoi. Là, j'ai pas le son, mais si ça vous intéresse, du coup, j'ai une vidéo qui s'appelle Les trous noirs, puissance et discrétion. Et sur tout ce passage-là, pendant 2 minutes, je décris vraiment les phénomènes. Il y a des effets de doublement, il y a des étoiles qui deviennent doubles. Ouais, là, on le voit bien. Et en plus, ça a une propriété assez étrange. J'ai l'impression que ça accentue la lumière des étoiles au moment où elles passent. Derrière. Moi, personnellement, je trouve ça absolument magnifique. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense, oui. Ouais. Une autre question par rapport au film. Qu'est-ce que tu en penses de tout l'aspect de la gravité comme réponse au problème des humains, de ce qui permet ce tesseract à l'intérieur du trou noir, toute cette réponse avec un peu l'amour aussi, j'ai l'impression dans le film. Bah là, du point de vue de la science, j'ai rien à en dire en fait. Justement, ce qui est intéressant, les trous noirs, c'est qu'ils permettent de partir sur des délires comme ça. La science, la seule chose qu'elle peut dire, c'est que le voyage dans le temps, ça existe, mais ça existe en direction du futur. En direction du passé, c'est pas possible. Par contre, on peut voyager à différentes vitesses en direction du futur.
Ça, c'est une prédiction qui a été faite il y a maintenant plus d'un siècle par la relativité restreinte et après générale d'Einstein. Et en fait, c'est des choses qu'on observe dans notre quotidien. Alors, pas nous, on n'en fait pas l'expérience à l'échelle humaine, mais typiquement, quand vous utilisez la géolocalisation GPS, tous les jours, il calibre précisément la façon dont le temps s'écoule dans les satellites qui sont en train de réceptionner les ondes de votre téléphone et les horloges qui sont dans votre téléphone. Parce qu'il y a des effets de relativité temporelle qui se produisent du fait de la distance à la Terre des satellites. Ils ne subissent pas la même force de gravité, même si ce n'est pas forcément très différent, hein. C'est quelques points après la virgule, mais ça suffit quand vous voulez avoir une précision au mètre près. Si on ne prenait pas en compte les effets de décalage temporel des satellites, je crois que le GPS se décalerait d'à peu près 10 mètres par jour. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut observer. On peut observer en mettant des horloges atomiques. Alors, les horloges atomiques, c'est des horloges qui sont extrêmement précises. Si on en met une dans la Station spatiale internationale et une sur Terre, on les calibre au début. Elles sont vraiment synchro. On en envoie une dans l'espace pendant 6 mois. Elle revient après, on regarde. Elles sont absolument décalées. Maintenant, on arrive même à se rendre compte, on a un tel degré de précision qu'on se rend compte que le temps ne s'écoule pas pareil si vous montez à l'étage supérieur. Dans les labos avec des horloges atomiques, ils mettent une horloge 3 mètres au-dessus de l'autre. Eh ben, le temps ne s'écoule pas de la même façon. Enfin, il y a autant de durée de temps qui s'écoule pour elle, comment dire précisément, c'est-à-dire qu'en gros, elles ne voyagent pas à la même vitesse en direction du futur, donc elles finissent par se décaler. Donc, tous les films qui vous représentent un voyage dans le temps, où il y a des gens qui partent, par exemple le fait qu'ils reviennent beaucoup plus jeunes que sa mère, ça c'est tout à fait crédible. C'est absolument crédible, ils ont tous les deux voyagé dans le futur, mais lui, en fait, il a accompli, je ne sais pas, 6 mois, un an de trajet, et sa fille a voyagé pendant 80 ans. C'est absolument contre-intuitif. Mais en tout cas, la physique dit « Ok, ça marche ». Par contre, retourner dans le passé, ça... Oui, c'est contre-intuitif parce que dans le film, ils disent qu'il a 124 ans, je crois. Et on a l'impression qu'il a toujours le même âge physiquement, en fait. Non, en fait, il a toujours le même âge physiquement. C'est sa fille qui lui dit ça. Il n'a pas vraiment passé 124 ans. Enfin, là c'est plus le... Ils n'ont pas voulu expliquer le fait qu'il revienne plus jeune que sa fille. Mais il n'a pas 124 ans. En fait, il a quasiment le même âge que quand il est parti. Mais comme il est rentré dans un trou noir... Alors, rentrer dans un trou noir, on n'en sait rien. Mais par contre, à proximité du trou noir, l'écoulement du temps... En fait, il y a 2 choses qui modifient l'écoulement du temps. Dans Interstellar, c'est le fait d'être rentré dans le trou noir, donc là ils vont plus loin, mais disons simplement de s'approcher d'un trou noir, ça va modifier l'écoulement de son temps propre par rapport à l'écoulement du temps propre de tous les autres gens qui sont restés sur Terre. Et c'est ça qui fait le décalage en fait. Et dans d'autres films de science-fiction, d'ailleurs la plupart, c'est plutôt le décalage de temps propre lié au fait que vous vous déplacez à la vitesse de la lumière, ou enfin à proximité de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire que si vous partez 1 an à voyager à 50% de la vitesse de la lumière, quand vous revenez sur Terre, il s'est peut-être écoulé 50 ans. Je pense que c'est tout pour le film. Je voulais peut-être te demander quel lien pourrais-tu situer entre le livre que tu es en train où tu as fait des dédicaces et Interstellar, si celui-ci peut-être t'a inspiré sur certains points dans l'écriture. Je suis désolé, mais non, en fait. Je vois pas de lien comme ça. Je parle même pas de trou noir dans le livre, du coup... non. J'ai beaucoup aimé le film, j'en ai gardé un très très bon souvenir. C'est d'ailleurs intéressant de le revoir, je ne sais pas si c'est vous la 2e fois pour le coup que vous le voyez, et moi je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, et en fait je ne le revois pas du tout de la même manière. Sachant la fin, effectivement on voit toute la cohérence... Après, je suis tombé sur des explications sur Internet qui sont... Mais je ne sais pas dans quelle mesure, lui, il y a vraiment pensé en l'écrivant. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des multivers, et en fait, il y aurait 3 fois le personnage principal, et du coup, ce qu'on suit, c'est différents lui dans différents univers parallèles qui communiquent avec lui-même. Vous avez une super vidéo sur YouTube de cinéphile absolu qui décrypte tout le film selon ce regard-là, et ça marche très très bien. C'est assez perturbant. Et je ne sais pas du tout si le réalisateur il s'est dit c'est ce que je veux faire, c'est une clé cachée ou quoi que ce soit, mais c'est très bluffant comme lecture. Très bien.
Peut-être pourrais-tu du coup nous en parler de ce livre? Euh, de quoi il parle, de tout ce genre de choses? Oui, alors c'est un livre que j'ai écrit il y a 2 ans et demi qui s'appelle 34 petits et grands secrets de l'univers et qui parle de l'immensité des temps cosmiques, de l'immensité de l'espace et oui et puis c'est-à-dire que l'immensité des temps qui nous précèdent mais aussi à venir. Donc il y a tout un chapitre par exemple sur le destin de l'univers. Qu'est-ce que la physique nous dit de ce qui va advenir dans 5 milliards d'années. Alors on est incapable de prédire la trajectoire d'une vie humaine, c'est beaucoup trop complexe et chaotique, mais par exemple le mouvement des astres, le comportement d'une étoile, la quantité de gaz qu'il y a dans la galaxie, le comportement des galaxies les unes par rapport aux autres, on peut faire beaucoup de prédictions et voilà, du coup c'est un voyage dans toutes ces, dans cette destinée qui attend l'univers au sens large, quoi. Mhm. Euh, comment, quel a été ton processus de création sur ce livre? Euh, Quelles envies, quels travaux t'ont influencé, t'ont donné envie de l'écrire? Euh, Moi, j'ai 2 livres de chevet. C'est pas des livres de chevet, mais qui m'ont donné envie de m'intéresser à la science. C'est clairement Poussière d'étoiles d'Hubert Reeves. Si vous voulez mettre un pied dans l'astronomie ou offrir un livre à quelqu'un pour mettre un pied dans l'astronomie, c'est le livre par excellence. Et après, Une histoire de tout ou presque de Bill Bryson, parce que c'est absolument stupide comment il écrit. En fait, c'est un journaliste humoristique et qui a une plume excessivement fine et acerbe, et c'est génial. Et en fait, il se réveille du jour au lendemain, il se dit je ne connais absolument rien sur l'histoire du monde. Et en fait, il fait un bouquin qui parle d'absolument tout et n'importe quoi. C'est un bouquin de vulgarisation, une espèce d'énorme pavé qui va dans tous les sens. Et en fait, on passe son temps à rigoler et à apprendre des trucs. Mais c'est un tour de force en termes d'écriture. Et c'est un génie, quoi. Voilà, une histoire de tout presque, si vous ne l'avez pas lu. C'est trop bien. Euh, du coup, peut-être que le public a peut-être des questions à ce niveau-là sur peut-être l'explication qu'a donné Théodrieux sur le film, sur le livre. Si, peut-être un truc qu'on pourrait voir, je sais pas combien de temps on a ou. On est large. Et si ça vous ennuie pas trop, moi, un truc sur lequel je peux vous toucher quelques mots, parce que c'est vraiment mon dada actuellement, et je suis en train de produire une série de 12, peut-être 18 épisodes sur les exoplanètes avec des chercheurs du CNRS et de différentes facultés en France. Parce qu'en fait, c'est vraiment pour le coup un domaine qui devient assez fou, et on fait de plus en plus de découvertes. Aujourd'hui, on connaît 5500 exoplanètes. Donc les exoplanètes, c'est des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Donc typiquement, c'est toutes les étoiles de l'univers, moins 8, si vous voulez. Et, euh, et il y a 30 ans, on savait absolument rien dessus parce qu'on n'en avait pas découvert. Et aujourd'hui, on commence à avoir des choses assez fabuleuses qui arrivent. Et d'ailleurs, dans le film, vous avez donc une planète qui tourne autour d'un trou noir. Ça, c'est un objet qui était hypothétique il y a 3 ans. On appelait ça une planète pour black hole, donc planète. Et l'année dernière, on pense avoir découvert la première planète. Alors, spoiler alerte, elle est absolument inhabitable. De toute façon, on l'a détectée en fait autour d'un trou noir en accrétion, donc du type de Gargantua. En fait, on ne l'a pas détectée parce qu'on cherchait des planètes, mais parce qu'on étudiait les trous noirs et on a vu dans la luminosité de la matière qui siphonne et qui émet plein de lumière une baisse de genre 1%, extrêmement continue. Et puis, comme s'il y a un objet qui passe devant un gros objet, quoi, qui vient cacher la lumière en rayon X qui nous en parvient, et ça disparaît. Et de ça, on peut calculer l'orbite de l'objet autour. Alors le problème, c'est que l'orbite qui tourne autour, quand on calcule son orbite, on se dit, en fait, ça prend 70 ans à faire le tour. Donc on aura confirmation de cette planète dans 70 ans. Donc c'est un peu le problème quand on essaye de chercher des exoplanètes, c'est que pour confirmer la découverte, c'est compliqué. Aujourd'hui, on en connaît 5500 qui sont confirmés. Par contre, on en a des dizaines de milliers qui sont dans un catalogue qui demandent à être confirmés. Parce qu'en fait, on a une observation, et une observation, ce n'est pas suffisant pour pouvoir affirmer que c'est ça et pas autre chose qu'on a vu passer, quoi. Et J'avais peut-être juste une question, tu m'y fais penser quand tu parlais de planète, c'est ça du coup?
Planète. Oui. Ouais. Le docteur Brand dit dans le film que ce genre de planète serait impropre à la vie parce que ce qui cause la vie, souvent, c'est l'accident. Le fait d'avoir des comètes, des météorites qui puissent s'écraser. Peut-être on a une hypothèse sur l'apparition de la vie avec la panspermie, avec des éléments organiques qui seraient venus via des comètes. Est-ce que ça te paraît aussi catégorique que ce qu'elle dit dans le film? Non, pas du tout. C'est extrêmement ouvert. La question de l'apparition de la vie, et puis en fait, la matière organique, effectivement, elle vient des comètes, mais on ne sait pas dans quelle mesure les concentrations de matière organique qu'il y avait à la base sans les comètes présentes sur Terre ne sont pas déjà suffisantes. Les comètes, elles ont été importantes dans l'histoire de la Terre parce qu'elles ont apporté beaucoup d'eau. Mais tu peux avoir une planète qui se forme avec beaucoup d'eau à la base. La Terre était relativement sèche avant qu'il y ait l'apport d'eau cométaire, mais tu peux avoir des scénarios où c'est pas du tout le cas. Donc c'est extrêmement discuté, mais ça c'est son point de vue. C'est marrant parce que c'est vraiment un domaine de recherche extrêmement pointu, mais il y a il y a beaucoup de théories différentes qui s'affrontent. Il y en a qui disent que la Terre est exceptionnelle dans sa configuration et du coup l'apparition de la vie sous forme complexe, c'est quelque chose qui est extrêmement rare. Et d'autres qui disent que ça doit être quelque chose de terriblement commun dans l'univers et il n'y a pas de raison, du coup, au vu du nombre de mondes qu'on découvre, qu'il en existe ailleurs. Oui, pour vous toucher, 2 mots, un peu plus que 2 mots, et arrêtez-moi sinon, sur les exoplanètes. Un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'en gros, il y a 20 ans, on était persuadé que tous les systèmes d'exoplanètes, c'était les systèmes que vous avez là en bas à droite, des systèmes ordonnés, qui ressemblent un peu à notre système, c'est-à-dire, en gros, des petites planètes rocheuses pas trop loin de l'étoile, et un peu plus loin, des planètes gazeuses. Et on s'attendait à trouver ça absolument partout, parce que ce qui faisait sens, c'est que quand un système planétaire se forme, en gros, l'étoile s'allume en premier, elle émet de la chaleur et elle va chasser en fait l'eau plus loin. Et du coup, il y a ce qu'on appelle la limite des glaces. Et dans tous nos modèles, on se disait les grosses géantes gazeuses, elles peuvent se former que loin de l'étoile. Et une fois qu'elles sont formées, elles grossissent beaucoup plus vite que les planètes de roche, parce qu'en gros, la glace, la neige, ça s'agglomère super bien. Et ça fait des objets assez gros rapidement, et on devrait retrouver ce genre de trucs un peu partout. Et quand on regarde, en fait, il y a 10%, c'est des systèmes ordonnés, 10% de ce qu'on trouve, c'est anti-ordonné, donc avec des grosses planètes gazeuses très proches de l'étoile. En gros, des trucs qui sont parfois plusieurs fois la masse de Jupiter, qui sont extrêmement proches de la planète, de l'étoile, pardon. Et ensuite, on a 80% de ce qu'on trouve, c'est des systèmes similaires. Alors, similaires, ça ne veut pas forcément dire que c'est des planètes rocheuses, ça veut dire que toutes les planètes sont plus ou moins semblables. Donc, on va avoir plein de grosses gazeuses, on peut avoir plein de gazeuses intermédiaires. Et après, il y a les systèmes mixtes qui sont un peu moins fréquents, où là, c'est le bordel et il n'y a pas vraiment de logique apparente. Donc déjà, ça, on ne s'attendait absolument pas à trouver ça. Et ensuite, un truc que je trouve absolument fou, moi, pour le coup, c'est que, donc si vous prenez notre système solaire, donc là vous avez une vue d'artiste, mais en fait pas vraiment, c'est vraiment les photos en vraie couleur des planètes de notre système, et vous les avez comparées en taille les unes les autres, avec le Soleil à côté, donc là on est à peu près à l'échelle, hein. Donc déjà ce qu'on voit, c'est que nous on est vraiment ridicule là-dedans. Jupiter est absolument monstrueuse et en même temps elle est relativement ridicule au regard du Soleil. Et on s'attendait à trouver ce type de planète aussi, un peu partout. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un système sur 2 dans lequel on trouve ce qu'on appelle, ce que les chercheurs appellent les super-terres. Donc là, elle est représentée en blanc parce qu'en fait, on ne sait absolument pas à quoi ça ressemble en surface. En gros, donc là, c'est un monde fictif, hein, c'est en gros, ça, vous avez le diamètre moyen d'une super-terre. Donc une super-terre, c'est un monde qui va avoir une masse qui est entre 1,5 fois et ça peut aller jusqu'à 5, parfois 10 fois la masse de la Terre. Neptune ou Uranus, que vous avez là représenté à droite, c'est à peu près 30 fois la masse de la Terre. Donc en gros, c'est 3 fois plus petit que les plus petites des géantes gazeuses qu'il y a chez nous, mais c'est quand même plus gros que la Terre. Et donc ça, on n'est pas certain, peut-être que
ça peut être des planètes rocheuses, ça peut être des planètes océans, donc avec beaucoup d'eau, mais quand même beaucoup de roches en dessous. Ça peut être des planètes gazeuses du type de Neptune, mais plus petites, avec un noyau très dense, métallique. Il y a plein de possibilités. En tout cas, la seule chose dont on est certain, c'est qu'un système sur deux, eh ben, ils ont des super-terres. Et ça a venu complètement repenser la façon dont en fait, on considère aujourd'hui l'histoire de notre système solaire à nous. En fait, on pense que les mondes du type de super-terre se forment pratiquement à chaque fois, et qu'en fait, les géantes gazeuses, elles ne peuvent se former que loin, parce que le gaz ne peut pas s'accréter et s'agréger autour d'un astre si c'est trop près de l'étoile, parce qu'elle souffle le gaz. Donc forcément, ça se forme loin. Mais tous les mondes qu'on retrouve très très proches de leur étoile et qui sont des géantes gazeuses, c'est qu'ils ont migré ensuite vers l'intérieur du système. Et en faisant ça, ça vient tout bousculer, parce que quand vous avez Jupiter qui se déplace dans un système, ça vient comme un chasse-neige en fait, ça vient virer tout ce qu'il y a sur le chemin. Et on pense que dans le système solaire, les super-terres, il y en a bien eu qui se sont formées, et soit elles ont été envoyées baldinguer dans le Soleil, et donc elles ont été tuées par Jupiter, ou alors elles ont été expulsées du système, et elles sont actuellement des planètes errantes, et des planètes vagabondes. Ça, c'est un truc qu'on a aussi trouvé plusieurs fois. C'est des planètes qui n'ont pas d'étoiles, qui sont en train de dériver. Alors, celles qu'on trouve, c'est que des très grosses planètes parce que c'est les seules qu'on est capable de détecter avec les technologies dont on dispose. Mais on trouve des mondes qui font 4, 5, 10 fois parfois la masse de Jupiter, qui sont très chauds en surface et qui n'ont pas d'étoiles. Donc là, il y a énormément de chercheurs qui travaillent à essayer de caractériser ces mondes-là. Alors après, on a quelques images directes de planètes. Tout ce que je vais vous montrer, là, c'est des images de vue d'artistes, à part 2-3 trucs, parce qu'en fait, la technique qu'on a, celle qui marche le mieux en tout cas pour trouver ces mondes, c'est qu'ils passent devant leur étoile, ils perturbent la lumière de cette étoile-là, et en gros, par la baisse d'intensité de la luminosité de l'étoile, on arrive à en déduire le diamètre de l'orbite, sa forme, la masse de l'objet, sa taille apparente. Si vous avez la masse et la taille, vous avez la densité. Donc vous pouvez dire, ok, c'est plus ou moins dense, donc c'est plutôt du caillou avec un peu de métal, ou c'est essentiellement autre chose de plus léger, donc du gaz. Vous ne savez pas précisément de quoi c'est composé. Il y a quelques fois, on arrive de façon un peu exceptionnelle, mais c'est surtout pour les géantes gazeuses, à avoir des compositions d'atmosphère. Sinon, on ne sait pas du tout s'il y a une atmosphère ou pas. Mais on commence à avoir des choses assez folles qui arrivent. Par contre, le problème, c'est qu'on est capable aujourd'hui de détecter que des mondes qui gravitent très près de leur étoile, essentiellement, ou qui sont très très gros et très chauds. Donc, je vous montre une image nulle et après, je vous montre une image plus sympa. Mais celle-ci, elle est intéressante parce qu'en fait, elle montre ce qu'on a trouvé. Vous avez à peu près réuni, je pense que c'est peut-être pas à jour complètement, mais vous devez avoir 4000 exoplanètes là-dessus. Donc la frontière, c'est là où on ne peut pas détecter. Attendez, je vais la rouvrir parce que je l'ai déplacée. Et en gros, comment ça se lit, ça ? Donc en vertical, vous avez la taille de l'objet en rayon terrestre. Et en bas, vous avez l'orbite. Donc c'est le nombre de jours que la planète prend pour tourner autour de son étoile. Et sur la droite, vous avez les 3 exemples de Jupiter, Neptune et la Terre. Donc la Terre, elle est derrière la frontière, on ne peut pas la voir. On est incapable de détecter un monde de la masse de la Terre qui tourne à une distance de l'ordre de Terre-Soleil, quoi. Oui, c'est ça, Terre-Soleil. Neptune, Uranus, on est incapable de les détecter. C'est les 2 petits points bleus là que vous avez vraiment à l'extrême droite. Et un petit peu au-dessus, vous avez Jupiter. Jupiter, donc, elle est considérée comme une géante de gaz froide et elle est à l'extrême limite de ce qu'on est capable de trouver aujourd'hui. Pour le dire autrement, si on mettait le James Webb Telescope, qui est le télescope sûrement le plus performant dont on dispose aujourd'hui, et vous le posez au niveau de Proxima du Centaure, qui est l'étoile la plus proche de nous, et vous regardez le Soleil, et le seul truc que vous pouvez voir, c'est Jupiter, avec cet outil-là. Alors, il faut être bien orienté, parce qu'il faut que Jupiter passe devant le Soleil, et comme Jupiter prend 12 ans pour faire le tour, il faut que vous l'observiez une fois, et après, il faut attendre 12 ans pour confirmer le fait que c'est bien une planète que vous avez vu passer. Donc ça, c'est pour vous illustrer un peu la difficulté du truc. Et après, il y a tous les trucs absolument questionnants
Au milieu, là, ce que vous avez, c'est donc les mondes océans, c'est-à-dire, ça, c'est des super-terres. C'est des objets, vous avez, qui ont des rayons un peu plus élevés que la Terre. Ça peut être à 1, 2, 3, 4, 5 fois le rayon terrestre. Ça peut aller vers la petite planète gazeuse, ou ça peut être une planète entièrement recouverte d'eau. Alors, quand on dit planète océan, ça ne veut pas dire qu'il y a juste de l'eau à la surface partout, et en gros, c'est simplement comme la Terre, mais avec les continents qui sont noyés. C'est que vous pouvez avoir de l'ordre de peut-être 10, des fois 20-30% d'eau dans la masse totale de la planète. Donc ça vous fait des mondes où vous avez des océans qui peuvent faire plusieurs centaines, plusieurs milliers de kilomètres d'épaisseur. Sur Terre, on a des océans qui font 5 km d'épaisseur en moyenne. Donc on est vraiment sur des trucs absolument hors normes par rapport à ce qu'on a, nous, dans le système solaire. Après, en dessous, vous avez les Rocky Planets. Alors ça, on ne sait pas s'il y a de l'atmosphère. Hein. C'est juste qu'on est dans les ordres de masse de la Terre. Par contre, toutes celles qu'on trouve, vous avez vu, elles ont des périodes orbitales relativement courtes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles sont proches de leur étoile et parce qu'on est capable de découvrir que les planètes qui sont proches de leur étoile. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à droite, ça veut dire qu'on est aveugle et qu'on a comme des œillères à ce moment-là. Et les mondes de lave, là par contre, on trouve pas mal de trucs qui ont la masse de la Terre. Par contre, elles sont si proches de leur étoile qu'elles en font le tour en un jour. Donc ça tourne vraiment très 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 vite autour de leur étoile. Et maintenant, je vais vous résumer tout ça avec une image plus sympa. Je vais la faire tourner et puis après, je vais vous l'expliquer un petit peu. Donc ça, c'est un chercheur qui s'est amusé à mettre sur la même image toutes les exoplanètes découvertes par Kepler, le satellite qui s'appelle Kepler. Et donc, il n'a pas représenté les étoiles, sinon on ne verrait pas du tout les planètes. On a essentiellement 3 informations. Vous avez en gros la taille des orbites et donc la distance des planètes par rapport à leur étoile. Vous avez la taille des planètes, les unes par rapport aux autres. Plus l'objet est gros, plus c'est une grosse planète. Et vous avez aussi la température. Donc la température, là, c'est en Kelvin. Il faut enlever à peu près 350 si vous voulez la voir en degrés. Mais les mondes rouges, en gros, ils font 1000 degrés en surface. Et plus c'est bleu, plus on va être autour de 0 degrés. Je vais le relancer et juste pour vous montrer un petit peu ce que ça dit. C'est-à-dire qu'en fait, il a aussi représenté notre système solaire. Donc les 4 orbites que vous avez au milieu, c'est les planètes telluriques, les planètes rocheuses, Mercure, la Terre, Vénus et Mars, Vénus, la Terre et Mars. Et un peu plus loin, là, vous avez Jupiter. Donc on voit vraiment le petit point bleu, enfin un gros point bleu qui est en train de tourner. C'est la limite de l'orbite de Jupiter. Et ensuite, vous avez celle de Saturne. Et tout au bout, on voit Uranus. Donc ce que ça nous montre, c'est qu'en fait, les trucs les plus gros qu'on ait, comme celui qui est en dessous à droite, en dessous du système solaire, eh ben, ils sont à peine plus larges que l'orbite de la Terre à Mars. Et la plupart tiennent dans l'intérieur de l'orbite de Mercure, quoi. Donc on trouve beaucoup de gros objets qui tournent, et vous savez, il y en a qui tournent vraiment extrêmement, extrêmement vite, des géantes gazeuses là, qui sont pratiquement épileptiques, et elles tournent autour de leur étoile en moins d'une journée, quoi, tellement elles en sont proches. Et ça, je trouve ça absolument cool. Moi, j'adore la science-fiction, mais je me dis, en fait, ces mondes-là, ils existent maintenant. On n'a pas une image précise d'à quoi ils ressemblent, mais ils existent. Ça, c'est une vue d'artiste d'un monde qui s'appelle Gliese 667c. Alors, les noms sont toujours un peu pourris, parce que si on commence à leur donner des prénoms, comprenez bien que ça va devenir très compliqué. Gliese, c'est le nom. Alors, c'est soit la méthode de détection, soit le satellite qui a permis de le trouver. 667, c'est le numéro catalogue du système planétaire étudié. Et la lettre, c'est la position de la planète dans le système. Vous n'avez jamais de planète qui s'appelle A, parce que A, c'est toujours l'étoile. Et B, ça va être la plus proche de l'étoile. Donc là, on sait qu'il y a forcément... Enfin, on a déjà trouvé une autre planète plus proche que celle-ci. Celle-ci est dans la zone habitable. Ça veut dire qu'il y a potentiellement de l'eau liquide à la surface. Je vous toucherai un mot après sur les zones habitables. Donc c'est vraiment une vue d'artiste. On s'est dit, OK, vu la distance, peut-être monde sec avec un peu d'eau. Ce qui est cool, là, c'est que vous avez 3 étoiles dans ce système. Et donc, Gliese, elle tourne autour d'une étoile assez massive, qui est celle qui est à gauche. Et puis, autour de cette étoile, il y a un système double qui est lui-même en train de tourner. Et ça, c'est un truc aussi extrêmement cool, en plus du fait qu'on trouve beaucoup de super-terres qui nous a vachement étonnés, c'est qu'on pensait que les systèmes multiples,
on les pensait relativement instables ou comment dire offensifs, néfastes pour la formation de planètes et leur stabilité. Et on trouve beaucoup quand même de planètes dans des systèmes multiples. Alors les systèmes multiples, ça n'a rien d'exceptionnel, on ne s'en rend pas compte à l'œil nu, mais si vous regardez le ciel par une belle nuit sans lune, vous pouvez voir à peu près 6000 étoiles. En fait, la moitié des étoiles que vous voyez, c'est des systèmes doubles ou triples. C'est juste qu'on n'arrive pas à résoudre à l'œil le fait qu'il y a 2 corps lumineux, ils sont tellement loin. Et quand on regarde ça avec un satellite, ce qu'on voit, c'est vraiment qu'il y en a plusieurs. Et aujourd'hui, on connaît des systèmes triples, des systèmes quadruples. On a identifié, je crois, 5 à 6 systèmes quintuples. Donc vous avez peut-être une grosse étoile au milieu, avec 2 petites étoiles qui tournent un peu plus loin. Et ce système triple est lui-même gravité par un système où il y a plein de configurations possibles. En gros, toutes les configurations possibles existent du moment qu'il y a une forme d'équilibre gravitationnel. Et un truc, là, je discutais la semaine dernière avec un chercheur qui, lui, travaille sur la stabilité des systèmes. On a découvert, donc c'était il y a quelques mois, là, 2 planètes, dont une super Terre et une autre qui est plutôt une géante gazeuse, mais même plus grosse que Jupiter, qui partagent quasiment le même orbite. Sauf il y en a une qui va un peu plus vite que l'autre, et elles sont seulement distantes l'une de l'autre de 4 à 5 fois la distance Terre-Lune. Donc je ne sais pas si vous imaginez, alors ils pensent que le système n'est pas encore stabilisé, il va falloir qu'il trouve son point d'équilibre. Mais ça veut dire que, alors bon, ce système-là, on sait que les planètes sont trop proches de l'étoile pour que ça soit potentiellement habitable, et donc habité. Mais du point de vue de la super-Terre, elle se fait doubler régulièrement par une géante gazeuse qui passe dans le ciel, en fait, et qu'au moment où elle passe, elle est incommensurablement plus grosse que la Lune ne l'est pour nous. Elle se fait doubler, et en fait, une géante gazeuse comme ça a une telle influence gravitationnelle que ça fait fondre l'intérieur du manteau, et donc en fait, les séismes, l'activité magmatique, elle va être rythmée par le passage de cette planète. Donc il va y avoir une forme de saisonnalité des séismes, des éruptions. Bon, pour le coup, ils pensent que ça va mal se finir pour la super Terre, ce genre de... Une collision ? Une collision ou se faire éjecter, soit rentrer vers une orbite plus proche de l'étoile, ou partir vers des orbites extrêmement excentriques, voire être éjecté du système. Mais on trouve des trucs qui sont comme ça, encore en phase de recherche. Et un des trucs qui intéresse vraiment le plus les chercheurs, c'est ce genre de choses-là. Donc là, c'est une vue d'artiste, une comparaison surtout du système donc, de TRAPPIST-1. Peut-être que vous en avez entendu parler, c'est vraiment le système le plus étudié aujourd'hui. Le James Webb passe des heures à étudier cet objet-là. Il est extrêmement intéressant pour 2 raisons. Donc la première, c'est que vous avez... donc ce système, il est très particulier parce qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver des planètes aussi proches et en si grand nombre d'étoiles qu'on appelle des naines rouges. Donc là, vous avez un système, dans la classification des 4 systèmes tout à l'heure, c'est vraiment un système similaire. Elles sont toutes à peu près pareilles, avec à peu près la même masse. Et aussi, elles ont plus ou moins toutes la masse de la Terre. Là, les tailles des planètes de notre système et celles de TRAPPIST sont à l'échelle. Donc c'est des mondes qui sont à peu de choses près la masse de la Terre. Je vous montrerai après les vraies valeurs. Et elles tournent autour d'une étoile qui s'appelle TRAPPIST-1. Et cette étoile-là, c'est une naine rouge. Pourquoi c'est hyper intéressant ? C'est qu'en fait, les naines rouges, c'est 80% des étoiles qu'il y a dans notre galaxie. Elles sont extrêmement nombreuses. Les étoiles du type de notre Soleil, c'est à peine 10%. Donc, si ces mondes-là sont habitables, ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances de trouver de la vie que si c'était seulement les mondes qui tournaient autour d'étoiles du type de notre Soleil. Et TRAPPIST, c'est du coup vraiment une petite étoile. En termes de taille, en gros, c'est à peine plus grand que Jupiter. C'est beaucoup plus dense. Du coup, c'est une étoile, ça brille, mais on est de l'ordre de 1000 fois moins de lumière émise que notre Soleil. Du coup, la zone habitable, là où on peut potentiellement avoir de l'eau liquide, est beaucoup plus resserrée. Et il se trouve que tous ces corps orbitent extrêmement près de leur étoile. La plus éloignée, la TRAPPIST H, elle est au moins 4 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, comme l'étoile est beaucoup plus faible, la zone habitable est beaucoup plus resserrée. Alors, habitable, ça ne veut absolument pas dire habité. Vous voyez que donc là, en fait, ce qui est dessiné en vert, c'est vraiment la zone habitable, ce qu'on considère comme la zone habitable
j'ai oublié un terme, en gros, ils sont plus ou moins d'accord. C'est-à-dire qu'en rouge, ça devient de plus en plus compliqué, et en bleu, on va partir vers l'extrêmement froid, et ça va être des mondes gelés. Et la zone verte, c'est ce qui fait plus tempéré. Ouais, plus tempéré. La zone verte, c'est ce qui fait vraiment consensus aujourd'hui pour étant la zone habitable forte où on est certain que de l'eau liquide puisse exister en surface. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle existe. Si vous prenez notre système, Vénus est clairement dans la zone habitable, mais Vénus, il fait 450 degrés. Mais il fait 450 degrés parce que la planète, elle a une histoire particulière. Elle a plus de tectonique des plaques. Elle a une atmosphère 100 fois plus lourde, composée de 95% de CO2. Nous, le CO2, ça commence à devenir un problème alors que c'est des parties par million dans la composition de notre atmosphère. Elle, c'est 95%. Donc l'effet de serre, c'est absolument un enfer. Et Mars, elle avait des océans, mais elle est trop petite, et on pense qu'elle les a perdus parce que, n'ayant pas de champ magnétique, le fait qu'elle soit trop petite l'empêche d'avoir conservé son champ magnétique, son noyau s'est refroidi, et elle n'a pas été capable de les protéger de l'activité du Soleil, et elle a perdu beaucoup de son eau, et le reste de l'eau est aujourd'hui sous forme de glace au niveau des pôles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de la vie avant sur Mars, mais en tout cas que... Mais par contre, si vous mettez la Terre, si vous vous amusez à mettre la Terre à la place de Vénus, elle est habitable. Si vous la mettez à la place de Mars, elle est habitable. Si vous prenez une super Terre avec une activité plus de chaleur emmagasinée et que vous la mettez plus loin que Mars dans la zone bleue, elle est habitable. Donc pour dire qu'il y a plein de possibilités. Et du coup, le système de TRAPPIST, il est aussi très intéressant parce qu'en fait, ces planètes-là, au-delà du fait qu'elles soient très proches, elles se retrouvent à avoir une caractéristique extrêmement bizarre, qui est qu'elles sont obligatoirement, donc ça c'est la physique qui nous le dit, alors les scientifiques parlent de verrouillage gravitationnel, c'est-à-dire qu'elles vont toutes présenter constamment la même face à leur étoile. Exactement comme la Lune le fait avec nous. La Lune, elle est gravitationnellement verrouillée par la Terre, parce qu'elle est trop petite par rapport à nous, et en fait, elle tourne sur elle-même, la Lune, mais elle fait un tour en autant de temps qu'elle ne prend pour... elle fait un tour sur elle-même en autant de temps qu'elle ne prend pour faire un tour autour de la Terre. Du coup, on voit toujours la même face. Et c'est le cas de la quasi-totalité des satellites de Jupiter, de Saturne. Ils ont cette particularité aussi avec leur géante gazeuse. Donc ça, c'est pas un problème pour la Lune, on s'en fout un peu. Mais par contre, la question de l'habitabilité de ces planètes-là, elle est énormément influencée par le fait d'avoir une face constamment au Soleil et l'autre qui est plongée dans la nuit noire éternelle. Et donc après, les chercheurs, ils s'amusent. Donc ça, là, on est sur une vue d'artiste de TRAPPIST 1D. TRAPPIST 1D, c'est à peu près la masse de la Terre. Du coup, ils ont essayé de faire des modèles en se disant, on va imaginer quelle est la composition globale de la Terre à ses débuts avec autant d'eau. Et qu'est-ce que ça donne avec l'activité de l'étoile, et on essaie de voir ce que ça produit. Donc ça produit un monde... alors on n'est pas certain si est-ce qu'il est capable de garder son atmosphère, c'est une grande question. Mais s'il est capable de garder son atmosphère, ça produit un monde qui est à moitié un désert. Alors il faut du temps pour évacuer... Il y avait des océans au début, mais il s'évapore, il fait trop chaud, il finit par y avoir beaucoup de vent, ça souffle toujours, et puis quand ça retombe sous forme de neige de l'autre côté, ça reste sous forme de neige de l'autre côté. Et de l'autre côté, donc là, c'est pas trop représenté, vous avez des calottes de glace qui font plusieurs kilomètres d'épaisseur et qui lentement quand même s'écoulent jusqu'à cet endroit-là qui en fait ceinture la limite entre la nuit noire et le jour. Et ce qui est génial, c'est que comme la planète tourne autour comme elle est gravitationnellement verrouillée, si vous êtes à cette limite-là, vous êtes face à une étoile qui est fixe, elle ne bouge pas dans le ciel. Et du coup, vous êtes face à un coucher de soleil continu, et il y a toute une bande où l'eau peut rester à l'état liquide, avec éventuellement des rivières, s'il y a du relief, qui s'écoulent et qui finissent par se perdre dans ce désert, par s'évaporer, par retomber de l'autre côté. Et donc ça, c'était pour le cas d'une planète avec relativement peu d'eau, parce qu'il n'y a pas tant d'eau que ça sur Terre. Si vous prenez une planète océan avec peut-être 10% d'eau et que vous êtes un petit peu plus loin, vous vous retrouvez avec un truc comme ça. Donc ils appellent ça des planètes œil, parce qu'il y a vraiment une partie qui est gelée et une partie où là c'est un océan. Donc là il n'y a pas trop de nuages représentés, mais il y a des météorologistes qui disent que
il y a peut-être des cyclones qui se forment là. Et sur Terre, les cyclones, ce qui vient essentiellement les tuer, c'est le fait d'arriver en contact avec de la terre ferme. Mais là, vous n'avez pas de terre ferme. Du coup, il y a peut-être des cyclones qui se forment et qui restent des décennies en place au même endroit, avec une force de Coriolis qui est extrêmement particulière. Donc, on ne peut pas trancher avec certitude que c'est ça, mais c'est un des possibles en tout cas. Et juste pour vous donner 2-3 infos sur les planètes de Trappist. Donc là, vous avez vu que c'est d'autres vues d'artistes, hein, ça ne donne pas la même chose. Il y a plein de façons de les représenter. Ce qui est intéressant, c'est de voir les périodes orbitales. Parce que du coup, elles sont si proches. Trappist 1b, c'est 1 jour et demi, quoi. Mars, c'est pratiquement 2 ans, quoi. Donc on est vraiment sur des systèmes qui n'ont rien à voir. Et en plus, les planètes sont si proches les unes des autres qu'elles sont pratiquement dans le ciel, visuellement, aussi lumineuses que ne l'est la Lune pour nous. Donc ça doit être... Moi, je pense qu'il y a vraiment plein de films de SF à faire là-dessus, quoi. Ça doit être vraiment fou. C'est-à-dire que là, pour le coup, le voyage spatial, si ces mondes sont habitables, c'est vachement moins problématique pour eux que pour nous d'aller sur Mars. Là, vraiment, ils peuvent y aller avec une mission Apollo en 2 jours de voyage, quoi. S'ils s'y prennent bien. Enfin, il faut quand même arriver à atterrir et tout, ça reste compliqué. Mais en tout cas, ils peuvent relativement facilement aller explorer toutes les planètes de leur système. C'est extrêmement passionnant et intéressant, tout ça. Je peux peut-être vous montrer une vraie image du coup, parce que là je vous ai montré des vues d'artistes. Pardon Théo, je t'interromps. Il faut arrêter. Non, du tout, non. Il nous reste 15 minutes et vraiment si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi, parce que... Je ne vous connaissais pas du tout. Pardon, merci. Je ne vous connaissais pas du tout, en tout cas, merci, ça a l'air vraiment intéressant, là, votre chaîne YouTube. J'ai l'impression que vous êtes vraiment passionné par tout ce qui est compréhension des phénomènes et les planètes, tout ça. Est-ce que vous avez une vulgarisation aussi de tout ce qui est technologie qui permettent d'aller observer ça, comme le télescope James Webb dont vous parlez, ou le radiotélescope ALMA, ou même les fusées, les mini-lanceurs qui en ce moment, tout ça, est-ce que c'est des choses que vous regardez aussi ? Je m'y intéresse, mais je le fais moins sur ma chaîne, parce qu'il y a vraiment des chaînes qui le font déjà très bien. Comme Stardust par exemple et autres. J'ai fait une vidéo sur le fonctionnement un peu du James Webb, mais c'est plus sur les images qu'il a produites et comment il les produit et ce que disent les images. Mais je fais relativement peu de technique. Ouais. Bonjour. Stardust, ouais. Bonjour. Merci pour la présentation, c'est hyper intéressant. Moi j'avais vu un peu comme toi Interstellar à la sortie, donc il y a 10 ans, et entre-temps j'ai regardé la plupart de tes vidéos, je pense, et du coup ça m'a amené à des questions que j'avais pas forcément à l'époque, et principalement une des vidéos dans lesquelles tu expliques que du coup une étoile qui s'éteint parce qu'elle est trop instable devient un trou noir, absorbe tout ce qu'elle a autour d'elle jusqu'au point de singularité. La grande question est qu'est-ce qu'il y a après, est-ce qu'il y a un trou blanc ou est-ce que ça amène vers un autre univers, qui est une théorie qui est quand même, j'ai l'impression, partagée pas mal dans le monde scientifique, et qui fait qu'au final, les univers ont des trous noirs qui mènent vers d'autres univers en grande quantité, jusqu'à arriver à des univers qui sont de plus en plus stables et propices du coup à avoir des environnements qui sont vivables, on va dire. Et dans le cas là, du film, du coup, il entre dans un trou noir. Et du coup, ce passage d'un univers à un autre potentiel, on reste dans la 4e dimension de l'espace-temps, puisque c'est une distorsion gravitationnelle du temps. Et quand il parle de 5e dimension, tu l'interprètes comment ? Parce que la 5e dimension, c'est pas un truc vraiment qui est palpable, ou alors c'est chacun qui a un peu sa théorie, non, de la 5e dimension. Je sais pas si ma question est... Ouais, il y a plein de théories en physique qui essayent d'expliquer certaines zones d'ombre qu'on a du mal à comprendre par l'existence de dimensions supplémentaires. En fait, à chaque fois, c'est des dimensions qui sont repliées, qui sont, dont on pourrait voir les traces peut-être à des quantités, dans des accélérateurs de particules ou dans des conditions extrêmement particulières de densité d'énergie. Mais nous, on peut pas vraiment tu peux que te les représenter comme
un truc mathématique, je pense. Je pense que le fait je pense qu'on n'est pas outillé pour arriver à s'en faire une image réelle, quoi, palpable. Ouais, et là, en fait, dans le film, ils le prennent comme. Enfin, ils disent il. Et il y a une partie du film qui ramène vers que il, en fait, c'est nous. Et une partie du film qui reste abstraite sur le il. Et en fait, ça laisse vachement de place à une théorie, soit de simulation, soit de. Enfin, c'est un sujet auquel je réfléchis pas mal et les deux sorties que je trouve un peu à ça, c'est soit qu'il y a un aspect, comme tu dis, mathématique et que certaines personnes pourraient appeler comme une simulation, soit un aspect spirituel et c'est là, je pense, un peu les limites non, de notre compréhension de l'univers, quoi. Ouais, en fait, là, clairement, pour le coup, je pense que c'est des questions sur lesquelles on n'est vraiment pas prêt de trancher. La théorie dont tu faisais mention, là, les univers multiples ou la théorie de la sélection naturelle cosmique pour les trous noirs, c'est des trucs qui sont hyper élégants. Moi, j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est des bonbons pour l'esprit quand on se plonge dedans. Mais elles ont un gros problème, c'est que en science, on aime bien, enfin, c'est surtout là-bas, de pouvoir... il faut qu'une théorie, une affirmation, elle soit falsifiable, que tu puisses prouver qu'elle fonctionne ou que ça soit faux. Et en fait, on est sur des trucs qui sont tellement loin de ce qu'on est en mesure, et ça dépend de tellement de si et si et si, qu'on n'est pas en mesure de les tester. Et donc, en fait, on considère qu'elles sont intéressantes à considérer, mais par contre qu'elles sont un peu hors champ de la science, comme la théorie des multivers, tu vois. La théorie des multivers, tu peux pas vraiment la tester parce qu'en fait, tu peux toujours expliquer le fait que tu n'arrives pas à trouver l'existence des multivers par une variante de ces théories qui te disent que oui, mais... Et du coup, elle reste extrêmement intéressante, mais il faut un moment qu'on puisse mettre ça à l'épreuve, quoi. Et c'est un peu comme les gens qui te disent, enfin, je force vraiment le trait, hein, mais quand on te dit, oui, moi j'ai rencontré des extraterrestres, c'est pas à la personne qui affirme avoir rencontré des extraterrestres, c'est pas à la communauté scientifique de prouver que cette personne a tort, c'est à elle de prouver qu'elle a vraiment rencontré des extraterrestres. Ouais. En fait, derrière ça, l'idée c'est une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. Si je t'affirme qu'il existe quelque part sur Terre un pigeon bleu qui parle allemand, c'est à moi de le ramener. C'est pas parce qu'en fait tu peux pas démontrer qu'il n'y a pas de pigeon bleu qui parle allemand, qu'il n'y en a pas un seul, tu vois, qui est planqué dans une cave, c'est pas possible, tu peux pas. Et oui, tout ça pour dire qu'en fait c'est des façons d'aller pousser un peu, d'aller pousser les trucs dans leur dernier retranchement, mais comme s'il n'y a pas de falsifiabilité, non c'est ça, non j'ai inventé un mot là. En gros, il faut que ce soit falsifiable. Et comme ça l'est pas, eh ben, on considère que c'est un peu hors champ scientifique. Ok. Et j'avais juste une dernière question, si je peux me permettre, sur l'image que tu montrais, la dernière, sur le système, j'ai oublié son nom, où les planètes sont très proches. Est-ce que les planètes entre elles ont un effet gravitationnel tellement fort que s'il y avait des océans, ça créerait un mouvement d'eau trop important pour que la vie puisse s'installer de manière stable sur Terre ? Non, je pense pas, pour le coup. Alors, il doit y avoir des effets de marée, effectivement, parce que je crois que les plus proches, elles sont à quelques fois la distance Terre-Lune. Donc la Lune a clairement un effet sur nous, et là, en plus, c'est des planètes. Mais très bonne question. Je ne saurais pas te répondre précisément. Je vais leur demander. Très intéressant. Et oui, juste, une toute petite parenthèse pour vous montrer. Donc ça, je vous montre juste une vraie image. Donc ça, c'est de l'imagerie directe. Donc là, on n'est pas du tout sur la façon dont fonctionne le télescope James Webb, qui lui va vraiment voir dans quelle mesure le passage d'une planète perturbe la lumière de l'étoile. Là, on veut vraiment voir les planètes directement. Donc ça, c'est un télescope, un ensemble de télescopes au sol, le réseau ALMA qui filme ça. Enfin, je dis qui filme parce que c'est un time-lapse, donc c'est une succession de plein de clichés sur 7 ans. Et là, vous avez un système qui est très très jeune. Et donc, vous voyez le mouvement de 4 planètes autour d'une étoile qui nous emmerde clairement. Donc, on la cache. En fait, l'objectif, et c'est là où c'est très difficile d'avoir des images directes, c'est qu'en fait, les planètes, elles sont très proches d'objets qui sont extrêmement lumineux. Cette étoile-là, elle est relativement jeune. Elle fait 1,5 fois la masse de la Terre, du Soleil, pardon.
Et il faut savoir que pour les étoiles, la luminosité, c'est pas on double la masse de l'étoile, il y a 2 fois plus de lumière. C'est plutôt une exponentielle incroyable. Et du coup, si vous doublez la masse, vous allez avoir 1000 fois plus de lumière. Une planète, encore une fois, une étoile qui est 10 fois plus lourde que le Soleil, elle peut être 1 million de fois plus lumineuse. Donc il faut arriver à cacher cet objet-là. Donc là, on voit qu'on galère un peu. C'est pour ça qu'il y a plein d'aberrations blanches autour. C'est qu'en fait, elle est en plus jeune, elle est instable. Il y a plein d'éruptions, donc elle projette de la lumière dans tous les sens. Et après, autour, vous avez donc 4 planètes. Ça, c'est pas du tout des planètes du type de la Terre. Là, on est sur des trucs qui sont la plus petite d'entre elles. Je crois qu'elle fait 5 fois la masse de Jupiter. Donc on est sur des très très gros objets qui en plus sont très chauds. Et c'est pour ça qu'on arrive à les voir directement. C'est parce qu'en fait, ils émettent une lumière qu'on arrive à capter. Comme ils sont jeunes, ils n'ont pas encore trop refroidi. Et ils font, je crois, les 3 qui sont à droite, là c'est plus de 1000 degrés en surface. Et au niveau de la distance, donc l'échelle que vous avez en bas, la distance Terre-Jupiter, c'est 5 unités astronomiques. Donc là, ils sont, pour certains, 4, 5, presque 10 fois plus loin que Jupiter ne l'est du Soleil. Et là, on voit que 4 géantes gazeuses, donc c'est vraiment des grosses gazeuses. Mais comme je vous disais, il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir. Donc ça ne veut pas dire que dans ce système-là, il y a entre tout ça 3 super-terres qui traînent par-ci, 4 mondes qui sont de la taille de Vénus, d'autres beaucoup plus loin. Enfin, là, on est vraiment dans ce qu'on est capable de voir en termes de masse d'objets et de température de surface. J'ai une question. Du coup, c'est que je vois qu'on est, par exemple, on est capable de montrer tout ça sur les planètes, savoir combien il y a d'exoplanètes, tout ça. Mais c'est une question un peu bête, mais pourquoi on n'est pas allé au fond de nos océans ? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est une question de pas de pression, mais parce qu'on voit que même sur Terre, on découvre des nouvelles espèces tous les jours. Et moi, je comprends pas pourquoi. Enfin, j'adore l'astrophysique, mais je comprends pas pourquoi on cherche à aller toujours plus loin s'il n'y a pas de la vie ailleurs, alors qu'on cherche pas sur notre planète. Est-ce que c'est parce que il y a une barrière scientifique du possible, ou est-ce que c'est parce qu'on veut pas En fait, pour le coup, on est déjà allé plusieurs fois au fond des océans. C'est vrai qu'on les connaît pas très très bien. Ils sont plutôt mystérieux. Sans vouloir encore faire ma pub, mais moi je suis passionné par les abysses et j'ai 4 vidéos qui parlent vraiment de tout ce qu'on a découvert au fond des océans. C'est vrai qu'il y a plein d'endroits qui sont pas très bien cartographiés. C'est-à-dire que on n'a pas des images au mètre près parce qu'il faut passer avec des sonars et l'océan est tellement grand que ça supposerait de mettre des bateaux un peu partout, enfin d'être passé au moins une fois avec un bateau au-dessus. Donc très souvent, on a des zones qui sont un peu floues. On sait qu'il y a une montagne, par exemple, une montagne sous-marine, un volcan sous-marin, mais on ne connaît pas sa forme particulière et tout. Par contre, de la vie au fond des océans, elle est extrêmement étudiée. Mais là, ce qu'on cherche, c'est la découverte de formes de vie extraterrestres. Parce que les formes de vie qu'on trouve au fond des océans, elles sont nées sur Terre. Elles ont les mêmes caractéristiques que nous. Et là, dans la recherche de vie extraterrestre, le Graal, alors pas forcément pour tout le monde, mais pour beaucoup de chercheurs, ce serait vraiment de trouver une planète qui soit habitable, mais qui soit aussi habitée, en fait, avec d'autres formes de vivants en surface que les vivants qui sont sur Terre. Mais pour répondre un peu plus à ta question, ce qui est hyper intéressant avec le fond des océans, c'est que jusque dans les années 50, on était persuadé que toutes les formes de vie sur Terre, elles avaient besoin, pour vivre, de la lumière du soleil. En fait, donc nous, déjà clairement, tous les animaux, on mange soit des plantes, soit des animaux qui mangent des plantes. Donc si demain le soleil s'éteint, ou s'il n'y a pas suffisamment de chaleur solaire pour faire de la photosynthèse pour les plantes, on est absolument tous morts en quelques semaines, quoi. Et on pensait que ça, c'était le cas pour toutes les formes de vie. Et on s'est rendu compte, par hasard, en plus en allant explorer le centre de ce qu'on appelle la dorsale médio-océanique, c'est une zone de montagne qu'il y a au milieu du Pacifique, d'Atlantique et tout. En l'occurrence, là, c'était au niveau de l'Atlantique. Et en descendant, on est tombé sur des fumeurs noirs, donc avec de l'eau extrêmement chaude qui sort. C'est presque de l'eau, c'est l'activité magmatique en dessous, mais c'est pas des éruptions sous-marines. Il y a vraiment une eau très chaude qui sort et en forme. Ça fait des gros panaches de fumée. Et autour de ça, il y avait une quantité de vie foisonnante, des crevettes, des poulpes, des abysses et tout. Alors toutes ces espèces, elles dépendent pour vivre, elles mangent des petites moules qui mangent des bactéries qui sont des bactéries chimiosynthétiques. Et ça, on n'avait jamais découvert. Chimiosynthétique, c'est comme ça paraît pas incroyable. En fait, c'est des bactéries qui mangent de l'hydrogène sulfuré. Elles se nourrissent de chaleur et de trucs qui vous feraient passer un sale quart d'heure si vous en buviez, mais elles n'ont pas besoin de la lumière du soleil. Elles en ont absolument pas besoin. Si demain le soleil s'éteint,
en surface, tout est mort, il fait froid, les océans gèlent en surface, et ben ces bactéries-là, au fond des mers, elles sont encore vivantes dans 10 millions d'années. Enfin, elles existent toujours. Du moment qu'il y a suffisamment de chaleur dans le centre de notre planète pour que ces fumeurs noirs soient actifs, eh ben elles sont toujours là. Du coup, ça, c'est venu, cette découverte au fond des océans est venue complètement repenser la possibilité d'existence extraterrestre, où on s'était dit de façon très conventionnelle, il nous faut du soleil et des températures relativement clévantes, mais surtout du soleil, enfin de la lumière, quoi. Et ça nous laisse aujourd'hui, ça nous dit que c'est intéressant d'aller chercher autour de satellites, autour de Saturne, il y a des satellites qui ont clairement des océans sous la surface. Mais après, ils sont extrêmement profonds, ces océans, ils sont protégés par une grosse couche de glace, mais on se dit que si dessous, il y a de l'activité comme ça, peut-être qu'on trouvera... Alors là, on trouvera des formes de vie primitives, quoi. Le Graal, ce serait de trouver quelque chose d'un peu plus... avec lequel discuter, quoi. Bon, c'est un peu frustrant de devoir s'arrêter là. Mais C'est une belle malheureusement, conclusion. on doit libérer la salle pour les prochains spectateurs. Théo, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.